Dans le dernier épisode, je suis allé voir Éric, détenu à l'hôpital de Sherbrooke. Sans surprise, le psychiatre qui l'a évalué a déterminé qu'il était apte à comparaître. Ça veut dire qu'il est d'avis que Éric comprend qu'il est accusé devant un tribunal et qu'il peut suivre des procédures. Avec ses antécédents judiciaires, Éric n'est évidemment pas mis en liberté pendant les procédures. On ne l'envoie pas en désintoxication, on ne lui offre pas non plus de service de psychothérapie. Non, il retourne tout seul au fond de sa cellule, à la prison Talbot de Sherbrooke. Le dossier suit son cours. C'est ce genre de situation qui m'ont fait décrocher du travail de procureur de la couronne. J'étais écœuré. Je trouvais pas de sens au quotidien d'envoyer ces gens-là au cachot encore et encore. Je dis que j'ai décroché, mais en fait, on m'a tout simplement congédié. Un beau vendredi après-midi, le procureur-chef est venu me chercher en pleine salle d'audience. Dans son bureau, il m'a demandé de remplir ma petite boîte en carton et de quitter sur le champ, comme un voleur. On ne m'a jamais communiqué les motifs de cette décision. Avec le recul, je suis quand même obligé d'avouer que c'était une bonne décision. J'étais pas bien là-bas. Je me suis jamais intégré à l'équipe. Trop différent, peut-être. Pour en revenir à Éric, avec ce qu'il nous a dit dans le premier épisode, je me demande si ses problèmes sont juste le résultat de sa dépendance aux drogues, puis que ça n'a pas grand-chose à voir avec son état de santé mentale. Que c'est juste parce qu'il ne se retient pas de consommer que tout dérape. Et si tout mon questionnement au sujet des portes tournantes s'écroulait comme un château de cartes. Pour en avoir le cœur net, je décide de retourner voir sa mère Suzanne pour qu'elle me parle de lui avant qu'il prenne de la drogue. On s'est assis autour de la table, côte à côte. Sur les genoux, elle avait Diva, son petit chien. Ensemble, on a ouvert la boîte à souvenirs. Je pense à ça. Je pense pas que ce soit cette boîte-là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec. C'est le centre... C'est pas dans cette boîte-là. Ça, c'est quand je l'ai inscrit au karaté quand il avait 6-7 ans. Et il a beaucoup aimé le karaté. Parce qu'on me disait, le karaté, ça fait du bien, ça remet les pendules à l'heure au niveau des valeurs, au niveau d'apprendre à une maîtrise de soi. J'ai dû la remettre dans la boîte. Là-dedans? Oui. Ça, c'est lui. Un bulletin de... En 87, la Clairière. C'est quand il est au centre d'accueil. Donc, 4e année du primaire, c'est ça? Oui. 72, 69, 64, 68. Enseignement religieux A. Art plastique A, musique Il est en haut de la moyenne partout. Oui. S'il améliorait son comportement, ses notes seraient encore plus supérieures. Il est capable et peut bien s'appliquer quand il se concentre sur son travail. Bon, ça, c'est standard quand même, là, les informations qu'on donne là-dedans. Il fonctionne très bien quand il se sent surveillé. Tu sais, quand lui-même, il dit « Moi, j'ai besoin... » Ouais. Par contre, il peut faire des mauvais coups par en dessous. Il est quand même intéressé à son travail en classe. J'aimerais, dans un avenir approché, si possible, que vous communiquiez avec moi, Mme Pépin. Merci beaucoup. Ça, c'est toi qui écris ça. Oui. Ça, c'est un professeur qui écrit lors de la rencontre, il a clairement dit que lorsqu'il est seul avec un adulte, il est calme et lorsqu'il est en groupe, il niaise pour faire rire les autres. Au fond, c'est un besoin d'attention de sa part et d'être vu par ses pairs. Dans la mesure du possible, il sera avantageux pour lui donner de l'attention positivement devant tout le groupe. Par exemple, s'il est bon dans une matière, qu'il donne les réponses. Couper ses agirs lorsqu'il fait rire la classe, ce qui peut aller jusqu'au retrait s'il n'a plus de contrôle. Bonne chance. Bien, c'est ça. Il est en retrait tout le temps. À 10 ans. Fait que ça, c'est... 93. 25 ans. Il était souriant, hein? Il y a quelque chose depuis hier, en fouillant dans les souvenirs, c'est
ça me touche, toute sa joie de vivre, petit garçon. Sa joie de vivre, son sourire, la musique, puis tout son côté destructeur, c'est ça. Il y a deux polarités. Peux-tu nous parler un peu de sa geste? Il était comment, lui, quand il était petit? C'était quel genre de garçon? C'était beau. C'était un fichu de beau bébé. Si j'avais participé à des concours, là, vraiment, un beau bébé. Admettons que c'est un bébé bien normal, aller jusqu'à 2 ans. Quand il a commencé l'étape où là, on transfère de la couchette, c'est bizarre, mais c'est vraiment là que moi, j'ai pu observer des choses, versus un petit lit. Quand j'allais le soir, bon, je le couchais, tout ça, à un moment donné, je pouvais rentrer dans la chambre 1 heure plus tard, il était couché sur le dos, les yeux au plafond, puis il dormait pas. Puis ça pouvait durer très, très longtemps. Ça, c'est les premières choses que j'ai commencé à trouver bizarres, mais je veux dire, c'est ma première expérience d'enfant, fait que je laissais aller. En prématernelle, quand il a commencé à aller en prématernelle, son professeur me disait qu'il était très demandant, mais qu'elle prenait sur ses genoux, puis après ça, oups, ça allait. Ensuite, quand il a été en maternelle, elle n'avait pas l'intention de le prendre sur ses genoux. Et elle disait qu'il arrachait les tuques des enfants, il était turbulent. Et je me souviens qu'elle m'avait dit « On est très bien quand votre fils n'est pas ici. » Là, le psychologue de l'école m'avait rencontré pour me demander si je voulais aller à Sainte-Justine parce qu'il était bien en difficulté à savoir qu'est-ce qu'il y avait, mais il détectait un problème. Fait que je suis allée à Sainte-Justine, il y avait 5 ans. Et puis là, on m'a dit, c'est une femme, un pédopsychiatre. Parce que là-bas, à l'école, le psychologue me dit, on détecte un peu peut-être l'hyperactivité, puis... Et je me souviens, ça a duré 20 minutes. C'était avec sa stagiaire qui était à côté de moi en train de jouer avec des blocs. Évidemment, il n'a pas bougé de là. Bien tranquille. Fait que la pédopsychiatre m'a dit que c'était moi le problème. Et que, bon, ben, c'est ça. Le chicaner, 5 minutes dans la chambre, c'était suffisant. C'est ça, mon pédiatre m'avait dit, tu le mets dans sa chambre, tu fermes la porte, tu enlèves des choses qui peuvent briser, puis... tu le laisses faire. Écoute, je ne pouvais pas, je restais dans le 3e étage, là. Et c'était des crises. Ah, c'était une période difficile, ça. Ils voulaient lui donner des médicaments. Ça, je me souviens. C'est un regret que j'ai aujourd'hui, mais j'ai pas voulu. J'avais pas assez d'informations, mais moi, je trouvais ça difficile à 5 ans de commencer à prendre des médicaments. Alors ensuite, écoute, ça a été une saga incroyable, là. Aller jusqu'à temps que je décrète, pas que je demande de l'aide, mais qu'il soit placé en centre d'accueil. Parce que de l'aide, j'étais pas capable d'en recevoir des services sociaux. Ben, il disait que c'était pas encore assez urgent, que l'urgence, c'était les enfants qui tentaient de se suicider. Et on m'avait dit, cependant, si vous nous appelez pour nous dire que vous allez le jeter en bas du 2e étage, on va y aller. Ça a pris un événement où il m'a frappé dans le visage sur l'autoroute un soir de tempête, là, même si je conduisais pas, c'était énervant pour que j'arrête au poste de police. Et c'est ça, il y avait 10 ans. Fait que le placement a duré 7 ans et demi, jusqu'à temps qu'on le mette dehors de quartier. C'est comme ça que Éric a fait le tour des écoles de rééducation, comme on appelait ça dans le temps. Suzanne évoque des noms d'institutions comme l'Auberge des 80 à Saint-Dauda, le Mont-Saint-Antoine, Boscoville et finalement Cartier. Partout, Éric s'est fait expulser. Pour lui, les portes tournantes étaient déjà commencées. Puis à travers toute cette période-là, des diagnostics franc, là, tu sais, il n'y en a pas vraiment jamais eu. Il y en a eu un à l'âge de 12-13 ans de bipolarité, maniaco-dépression qu'on appelait à ce moment-là, du docteur Lemay, mais le lithium était impensable à l'époque parce qu'il n'avait pas 16 ans. Donc, il a donné une autre sorte de médicament qui a, à un moment donné, commencé à faire effet. À 14 ans, ils ont le droit de plus en prendre. Lui, il a décidé qu'il n'en prenait plus. Y a-t-il la drogue, est-il présente dans ta vie? Ni alcool, ni drogue. S'il en prend, je ne sais pas c'est quoi, mais non. C'est un enfant qui
L'autorité, ça marche pas. Donc, écouter les consignes, ça marche pas. Ça a toujours été ça. Les conséquences, ils les assumaient pas. Tu sais, je me souviens d'un événement, c'est arrivé au drame, là, mais ça commence à être turbulent, puis tout ça. Puis là, je dis, ça fera. Chacun 15 minutes dans vos chambres. On devait jouer un jeu de société par après. Et puis, non, il a commencé à donner des petits coups sur le jeu pour faire revenir nos pitons. Puis j'essayais de rester calme. Faut que tu fasses ton 15 minutes. Et ça a fini qu'il a touché à son petit frère. Écoute, il n'a pas fendu le crâne, là, c'est pas la question. Mais moi, ça a fait pouf, me suis levée. Je l'ai pris, je l'ai mis dans sa chambre. J'ai appelé au centre d'accueil. Il a raccroché. Et là, il m'est arrivé avec des couteaux. Puis il m'a dit, je vais te couper la face en 4. Il a 11-12 ans, là. Mais d'un calme effrayant, je dirais. Dans la salle de bain, c'est embarré là. Ils sont arrivés 2 chars de police. Ils ont réussi à le sortir. Ils n'ont pas accepté qu'elle cherche ses effets dans sa chambre. Là. Ça a été... Il y a eu des moments dans ma vie comme ça, où quand j'ai dû le faire arrêter, ou quand il a saccagé mon auto, quand il était à Boscoville, les intervenants me disaient « faut porter plainte ». C'est difficile de faire arrêter son fils, de porter plainte contre lui. Faire arrêter son enfant. L'horreur. On se dit que ça va l'aider, qu'on va obtenir de l'aide comme parent, mais est-ce que c'est vraiment une solution? Ou le début de problèmes plus graves encore? Après son 2e centre d'accueil, je l'ai repris parce que je me disais, il n'y aura rien dans ses valises. Il est toujours institutionnalisé, il n'y a pas de contact avec les filles, puis ça a très mal été. Fait qu'à un moment donné, écoute, il y avait une petite fille en haut qui trouvait de son goût. C'était la fille du propriétaire et sa petite fille, ils sont déménagés, là. Il leur faisait peur. Et ben là, dès qu'il l'entendait monter les escaliers, non? Ben, il savait qu'elle était là, il appelait, il harcelait. Elle voulait plus, là. Un moment donné, elle commençait à avoir peur ou à se sentir... C'était trop, too much, là. Il y a 15 ans, là. Une année, il a commencé à garocher des roches dans leurs fenêtres. Et c'est lui qui a appelé la police pour dire que c'était la femme en haut qui l'harcelait. C'est lui. Oui, c'est lui qui a appelé la police. J'étais pas là, puis je me suis envenue à la maison. Ben oui. Alors, je me souviens, les policiers sont là. Et puis, on dit, de la manière que t'es parti, on va t'avoir régulièrement assis en arrière, dans notre voiture. Là, on avait besoin de souffler. On est allé faire un tour dehors. En regardant Suzanne promener son chien dans le parc, je peux pas m'empêcher d'imaginer la souffrance que c'est d'avoir un enfant qui se trouve dans la situation de Éric. Ça doit aussi être difficile pour son frère, sa tante, sa grand-mère, ses enfants. Ah oui, je vous l'ai pas dit, Éric a 2 enfants. En rentrant dans la maison, j'étais encore bouleversé. J'ai pris 2 bonnes respirations, puis on a continué l'entrevue. Alors, c'est quand il est sorti des centres d'accueil, puis que là, ben, dans son itinérance, parce qu'il a commencé à devenir itinérant, ça fait 19 ans, là, mais là, les dernières années, il est en prison, mais ça fait 19 ans. Où là, il y a l'hôpital Saint-Luc, Notre-Dame, Fleury, où là, il y a les psychiatres qui m'appelaient de chacun de ces hôpitaux-là. Je s'organisais pour se ramasser là. Et il y en a un, c'était à Notre-Dame, je crois, qui m'avait dit « Vous faites bien d'avoir peur ». Bon, c'était un asocial, ça, c'était très, très clair, avec un paquet d'autres dynamiques, mais pas de diagnostic franc. Tu sais, à Pinel, ils l'ont évalué quand il était mineur, et j'ai jeté ce rapport-là peut-être il y a 10 ans, mais dans lequel on disait il est irresponsable, il ne reconnaît pas. La même chose qu'aujourd'hui, en fait. Et il disait dans son rapport, c'est un jeune qu'on va revoir ici aujourd'hui. Fait que je trouve ça extrêmement triste de voir que personne ne veut donner de diagnostic. L'encadrement, la place là où il pourrait être aidé, ça n'a pas eu lieu. Mais qu'on prévoit déjà avant sa majorité qu'on va le revoir dans le char de police, on va le revoir à Pinel. Oui, c'est beau, mais on fait quoi afin d'éviter de le revoir là? Je crois qu'il faut, à un moment donné, réorganiser les choses autrement, puis de voir que... Non, on peut pas tout mettre le monde tout en prison parce qu'ils ont un problème, puis tout où?
Tout ailleurs, je sais pas. Il n'y en a pas d'ailleurs. C'est en prison ou bien non, où? Ça, c'est la question à 1000 piastres. C'est quoi l'alternative à la prison? L'asile? Il n'y a pas grand-chose à part la prison. Hein? De toute façon, comme humain, dans la population, c'est la prison qu'on veut pour les criminels, pas des soins ou un autre endroit où ils vont se faire dorloter. Puis c'est pas juste une question d'argent, là. C'est plus une question de mentalité. On est fâché contre eux. On veut se venger. Quand une personne commet un crime, on veut la punir, l'enfermer, la faire souffrir. Avez-vous déjà remarqué qu'à la télé, à la radio, au cinéma, dans les journaux et même dans les romans, on s'intéresse juste aux aspects exceptionnels de la criminalité, comme les meurtres et les accusés riches et célèbres qui engagent des équipes d'avocats chevronnés? En fait, on ne nous montre pas ce qui se passe vraiment devant les tribunaux. On nous dit jamais, par exemple, que presque tous les accusés plaident coupables, par milliers. Et si c'était précisément pour cette raison qu'il n'y a rien d'autre que la prison? Tu sais, c'est bien beau, l'avocat de la défense. Il défend son client, je le comprends. La couronne protège le public, je comprends. Mais à travers de tout ça, il y a un individu avec une dynamique, une problématique. Est-ce que c'est la meilleure chose pour lui que de lui donner encore une chance? Quand ça fait la 15e fois que tu te fais arrêter, puis on te donne encore 1 mois et demi. Qu'est-ce que ça fait? Je m'en fous, moi, je vais faire 1 mois de prison. Je veux dire, là-dedans, lui qui a déjà les conséquences pour lui, ça veut pas dire grand-chose. Ça voulait rien dire. Un coup, j'imagine, je suis pas dans leur peau, mais un coup que tu as passé à travers la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, puis tu as passé à travers un paquet d'événements, je le sais, en dedans, parce que je n'ai eu connaissance. Pas facile, difficile. J'imagine que tu deviens un peu immunisé à quelque part. Je reproche qu'il n'y a pas un juge, en fait, qui a mis ses culottes. Tu sais, je souhaitais à un moment donné, mais il va-t-il y avoir une sentence qui va faire que là, oups, il va... J'espérais que ça aurait peut-être pu se produire comme ça, puis que ça change de quoi. Je pense que là, présentement, la sentence qu'il y a, là, c'est la plus longue, après 24 ans, de délit constant et constant. Puis l'aspect psychiatrique de ça, moi, je passais à travers tous ces dossiers, là. Très rare qu'un psychiatre se questionne sur son état psychiatrique au moment de commettre les délits. Là. C'est quelque chose qui est un peu absent, mais quand il est en détention, il est toujours dans les aides psychiatriques. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Il a été évalué une demande de la Cour en 2003. La Cour a demandé justement une évaluation, fait qu'à l'époque, Douglas les prenait. C'est là où je l'ai vu le plus heureux. Puis d'ailleurs, lui-même, il m'a demandé l'autre fois, moi, j'y retournerais à Douglas puis je resterais là. Et il le sait que c'est l'endroit. Je pense qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de problème psychiatrique. Problème psychologique, mais aucun problème psychiatrique. Ce qui fait qu'après l'évaluation, qui a duré à peu près 1 mois, où je les ai rencontrés, et ainsi de suite, ils ne pouvaient pas lui donner un appartement supervisé parce qu'il n'y avait pas de problème psychiatrique. Donc, on le retournait dans la rue. Fait que moi, je l'ai repris en me disant, je peux pas faire ça, là, il est retourné dans la rue. Et on lui a donné du Ritalin. Et je me souviens, on m'a dit, on ne comprend pas comment ça se fait que ce jeune homme-là n'a pas de Ritalin dans sa vie. Pourquoi on l'envoyait à la psychiatrie? Parce qu'il est allé souvent en psychiatrie. Il est en psychose. Ouais. Mais s'il n'y a pas de problème psychiatrique? Okay. Mais quand il était à Sacré-Cœur, là, puis elle, à un moment donné, j'avais la première fois lancé l'idée du portage. Mais elle me disait... c'est la drogue qui crée ça. Alors, c'est là-dessus qu'il restait. Tu te drogues, tu tombes en psychose. Malgré le dossier. Moi, je me disais, il y a un dossier quand il est jeune, là, à Sainte-Justine. Il est ensemble... Il y en a. C'est documenté, là. Ils ont des pistes. Mais non, il faut croire que... Quoique la dernière évaluation, elle dit qu'il y a un trouble de la personnalité mixte, schizoïde et autre chose. Moi, j'en ai rien à cirer. Il est tu en psychose parce qu'il consomme depuis des années ou ben non, c'est l'inverse, là. Il a commencé à faire des psychoses. J'en ai rien à cirer. Les faits sont, il est en psychose et ça crée dans sa vie des problèmes. X. Là, depuis qu'il a son injection,
C'est supposé... Il est moins en psychose, on s'entend. Sauf que ses pulsions ne sont pas parties. Fait que comme sa dernière sortie, c'est plus fort que lui. Puis ça fait longtemps que je le dis. Examinez, c'est pas un kleptomane. C'est pas un kleptomane. Et c'est pas vrai qu'il vole strictement pour sa drogue. La drogue est arrivée. Et bien sûr, il n'y a pas d'argent, fait qu'il va aller voler pour en avoir. Mais le vol est arrivé. Le vol est arrivé avant la drogue, avant la boisson, avant la cigarette. Mais on dirait que les professionnels, il faut que ça vienne d'eux autres, là. Mais les suggestions, à partir de mes observations, de mes déductions... Alors, j'ai... Tu vis ça depuis le début, en plus. Depuis qu'il est tout petit. C'est une Puis... espèce de refus du corps médical. Il fait nulle part, donc il n'y a pas d'aide, c'est ça? Là, je me demandais, une fois que Éric se fait incarcérer, j'imagine qu'on lui donne des soins psychologiques ou psychiatriques. Ce serait logique que les autorités carcérales fassent quelque chose pour aider la personne pour pas qu'elle revienne. Présentement, psychiatrique, c'est de la médicamentation, that's it. Il y a son injection. Parce que, ou ils le maintiennent en infirmerie, ou en tout cas, ils ne l'envoient pas en population normale. Tu sais, je veux dire, un suivi psychiatrique, quant à moi, c'est supposé d'être plus que juste « je te donne une injection ou des pilules pour ton angoisse ». Va te suivre. Il n'y a pas d'approche thérapeutique, il n'y a pas de soins psychiatriques ou psychologiques, là. Puis quand là, il s'apprête à le sortir de prison, toi, combien de temps avant qu'il sorte, t'es averti comme parent? Jamais. Oh non, je suis pas au courant, moi. Parce que dans les faits, il est majeur. Justement, le dernier épisode, là, OK, tu l'as vécu, mais il a fallu que j'appelle, puis que je sache, puis que je demande, il va se passer quoi. Puis, à mon sens, à moi, c'est trop tard, là, rendu là. Moi, à mon sens, à moi, quand il est sorti de prison, il devait pas avoir à passer par l'urgence, attendre. Il me semble qu'il y a ce bout-là qui aurait dû déjà être fait. Il a souvent dit « J'ai besoin d'être encadré, j'ai besoin d'être encadré ». Et c'est vrai, il a besoin d'être encadré. Arrêtez d'investir de l'argent en prison, prenez ce même montant d'argent-là, la prochaine fois, engagez quelqu'un, 2 personnes qui vont le suivre dans son quotidien. La prison, ça marche pas pour tous. Il y en a peut-être, ça marche, je sais pas, mais ça marche pas pour tous. Fait que si c'est ça, c'est la réhabilitation puis la dissuasion. Mais en 24 ans, je peux te dire qu'il n'y a pas de réhabilitation puis il n'y a pas eu de dissuasion. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai énormément d'amour à l'égard de mon garçon, beaucoup d'empathie, mais beaucoup de tristesse de voir une vie qui aurait pu avoir beaucoup de potentiel parce qu'il y a des belles ressources, il y a des belles qualités. C'est sûr, je voudrais pas qu'il meure, puis ça va arriver. C'est sûr que, je peux te dire, j'ai peur d'avoir un appel téléphonique à me mener. Mais c'est une grande tristesse. J'écoute Suzanne me parler de tout ça et je me demande si Éric et Suzanne avaient obtenu plus tôt l'aide dont ils avaient besoin et à laquelle ils avaient droit même. Est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Je le sais pas, mais c'est sûrement pas un hasard si Suzanne travaille maintenant elle-même comme thérapeute en relation d'aide. Peut-être que de cette façon, elle essaie de donner à d'autres ce dont elle et son fils auraient eu besoin.
Reste que j'ai du mal à comprendre que le système judiciaire, le système carcéral et le système de santé, connaissant l'histoire de Éric, ne changent pas leur approche d'intervention. En arrivant chez Suzanne, je me demandais si les problèmes de Éric tournaient exclusivement autour de sa consommation de drogue. En retraçant son parcours plus en détail, en parlant avec Suzanne, j'ai compris que même si c'est clair que l'état mental de Éric, plus sa consommation de drogue, c'est un cocktail explosif, les problèmes ont commencé bien avant la drogue. On va en rester là pour cette fois-ci. Éric est encore en prison, en attente de son procès. Son dossier continue devant la cour. Je vais suivre ça aussi pour vous tenir informé de la suite. Merci d'avoir été là. À la prochaine pour un autre épisode de Porte tournante. Cette série est réalisée et produite par Philippe Miquel. Conseil dramaturgique, Mathilde Béninus. Conception sonore, Marie-Pierre Grenier. Mixage sonore, Nata Huot. Musique originale, Jean-Olivier Bégin. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et du Greenberger Center for Social and Criminal Justice. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Pour des remerciements détaillés et pour approfondir chacun des épisodes, je vous invite à consulter portetournante.com. Porte Tournante est une production de Les Vues de l'Esprit.